murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et hello! Bonsoir. Happy birthday! Merci! À toi aussi! Happy birthday! Happy birthday des meurtres et du vin! En fait, ça m'a C'est perturbée. littéralement aujourd'hui. C'est vrai? Le premier jour notre premier épisode, c'était le 17 avril. En fait, ça m'a perturbée parce que je pensais que tu disais Happy Anniversary. Non. Ok. Oui, happy birthday to the podcast, mais t'as raison. Bon also happy anniversaire à toi anniversary. aussi. Et merci à vous d'être là pour un an. 1 an des meurtres et du vin. Whoop, whoop. Ah, putain. Ouais. Tu te souviens ce coup de téléphone? Ça te dirait pas de faire un podcast? Oui. Ça a été très rapide. Et après, attends. Attends, De quoi sur quoi on parle? Oh non. Bref, non, tout va bien. Ça fait 1 an, qui le cru? Qui l'aurait cru? Qui le c'est cru? ça. Plutôt Qui le cru, que qui le cuit. cru. Et en plus, ce qui est drôle et que je l'ai marqué dans mes notes, c'est quand même fou. Le pire, c'est que Charlotte et moi sommes tous les deux TDAH. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un miracle qu'on arrive à se concentrer C'est vrai. pour se parler et pas trop dévier sur nos histoires. Et pas trop se couper la parole. Parce que dans nos échanges non enregistrés, je vous promets que c'est pas ça. Nous suivre, c'est un peu pas facile. Mais rien que le self-control que j'ai, moi, de pas la couper toutes les 5 secondes, vous imaginez même pas, vous devriez être fiers. Ouais, oui, nous, on est fiers de nous en tout Moi, cas. je suis très, très fière. Et c'est très drôle parce que nous, il nous faut à peu près 5 heures pour regarder un épisode de télé. Parce que on va tchatcher entre deux, on va mettre pause, on va dire, oh, c'est qui cet acteur? Enfin, toutes les 2 secondes. Horrible. Donc, Pour les autres, nous, ça va, hein. C'est ça. Et en parlant de ça, on a une de nos émissions de télé qui nous a un peu consolidés en tant que copines il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas Netflix, il y avait des DVD. Ah ouais. Et on nous avait prêté un box DVD de SVU, Special Victims Unit, New York, unité spéciale. C'est ça. Et donc, ça a vraiment fait notre relation intime avec cette série parce que, en fait, on regardait les épisodes, et on chantait les chansons, on était à fond, alors que c'était nul à chier. Mais attendez. Alors là, on a vu quand même qu'il reste 26 saisons à regarder. Ouais. On a fait le calcul de la manière dont on regarde la télé. Si on regarde toutes les saisons ensemble, d'ici, je crois que j'avais calculé 2032. 2035? Ah non, 32. On aura fait les 26 saisons s'ils en font pas d'autres. Donc, en 2032, je vous donne tous et à toutes rendez-vous pour savoir ce qu'on a pensé de ces... Est-ce qu'il y a une fin vraiment, tu penses à Law & Order? Je ne sais pas. Mais alors, moi qui continue quand même un peu à le regarder, il y a 2 trucs qui me sautent aux yeux. Bon, la première, c'est que ça doit être une sorte de rite de passage de passer par cette série. Oui. Quand t'es acteur. Parce qu'il y a tout le monde. La dernière fois, il y a Bradley Cooper qui fait un épisode. Non. Si, c'est un truc de malade. Il y a tout le monde. Tout le monde qui est jamais passé par Hollywood est passé par New York. Donc, si je veux être une actrice connue, il faut que je passe par là. Alors, ouais. Et l'autre truc, c'est que oui, il est très nul quand même. Donc, il faut un peu suspendre toute capacité de logique pendant qu'on est en train de regarder. Donc, il y a plein d'épisodes qui sont vraiment nuls à chier. Genre, ils vont attaquer l'armée américaine en justice. Et en fait, dans un épisode, c'était bouclé, tu vois. Bref. C'est pratique. Ils sont forts, hein, quand même. Très, très forts. Mais l'épisode, quand même, qui me fait le plus rire, alors, du coup, il y a forcément un meurtre. Et en fait, là, ils vont dans un appartement où la personne a été tuée. Mm-hmm. Et voilà, ils font leurs investigations. Et là, ils reviennent sur la scène de crime pour investiguer un peu plus. Ouais. Parce qu'ils se rendent compte que, donc, c'est la fille qui pense avoir tué la mère, mais que la mère est alcoolique. Donc, ils vont voir s'ils voient des signes. Donc, là, là, déjà une personne qui est morte dans cet appartement. Mm-hmm. Donc, l'investigation de la scène de crime devait être bien vue, regardée. Mais là, il y a Marissa qui arrive dans la scène. Et là, la meuf, elle commence à regarder dans l'appart et genre, elle trouve des bouteilles de vodka énormes, etc. Elle va sous le lit, il y en a 20. Elle va dans la lampe sur le plafond, il y en a un dans tous les tiroirs. Cette personne est alcoolique. Plein de bouteilles vides. Elle ouvre le four, il y a des bouteilles vides. Elles sont partout. Je dis, mais vous avez pas vu ça quand vous avez trouvé le corps? Enfin, elles sont éparpillées de partout. Donc, vraiment suspendre la capacité de réfléchir de façon logique quand on regarde New York, unité spéciale. Ah ouais. Moi, j'adore. Je suis fan. Et je vais aussi un peu continuer, mais parce que j'ai Soprano quand même toujours. Pareil, quand on aura fini, enfin, quand Sarah aura fini les 26 saisons de Law & Order, j'aurai peut-être fini les Soprano.
Génial. Mais moi, j'apprécie beaucoup que tu parles de Law and Order avant de parler de ce qui vient de m'arriver. Mais j'avais ma liste, je peux pas... Ah, putain. J'ai eu un accident, les gens. Elle a eu un accident de voiture en arrivant. En venant chez elle, il y a une moto et j'ai tout bien fait parce que franchement, honnêtement, à la limite, peut-être que je le dirai pas à l'assurance, mais je vous le dirai à vous. Mais j'ai vraiment tout fait bien. J'avais le petit clignotant qui va bien et tout machin. Et j'ai une moto qui m'est rentrée dedans, donc j'ai un peu mal à la tête. Donc on va voir à quel point je peux être drôle avec une commotion cérébrale. C'est super. Non mais si, ça t'a bousculé un peu, mais elle va bien. Et l'autre, le conducteur de moto, il va bien. Ça s'est passé dans mon petit village, donc tout le monde a été très sympa. Donc c'était pas le pire, mais bon, la voiture elle est bousillée. Tu partiras pas avec ce soir. Non, donc voilà. Voilà, ça c'était fait. Sinon, moi je voulais parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, j'ai vu que tu as mis un truc sur Insta. J'ai vu parce que là, le truc, c'est que... alors apparemment, une femme avait signalé qu'un homme lui ressemblant vaguement à Dupont de Ligonnès avait été aperçu dans un couvent. Donc j'avais mis sur notre Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram déjà, voilà les doing. Et donc il y avait des résultats ADN parce qu'ils ont récupéré apparemment... Et c'est là où j'ai beaucoup ri parce que je crois que j'étais avec Bruno et Mag et j'ai beaucoup ri parce que je disais... Et apparemment, ils ont pris son ADN sur une canette qu'ils ont volée, que la police a volé, machin. C'est pas la première fois, parce que la dernière fois, on a cru le voir en Écosse, ou un truc comme ça. Et puis là, ils m'ont dit, ah non, c'était avec la gérante du restaurant Le Véritable. Et elle disait, du coup, il est au courant. Si toi, t'es au courant, c'est sur Internet. Je dis, mais non, il est pas au courant parce qu'ils se sont cachés. Super investigatrice, Charlotte. Si, ils sont au courant, c'est sur Internet. Je fais, ah oui, peut-être, oui. Oui, c'est possible. Donc, spoiler, c'est pas lui. Dommage, j'aurais bien aimé en fait. Oui, alors moi je sais que c'est l'histoire du gars qui a tué toute sa famille, quoi, les enfants, tout le monde, alors, c'est ça? Pas quand c'est sa sœur qui parle et qui dit qu'il n'a jamais tué sa famille, que sa famille est toujours en vie et que lui c'est un espion, je sais pas quoi. Apparemment, j'ai pas encore lu le livre, j'ai une auditrice qui m'a demandé de lire le livre. On est d'accord que c'est la sœur, donc il y a peut-être la folie qui est dans la famille. Non, mais parce qu'elle veut croire que son frère est innocent, c'est normal, je l'entends. Oui. C'est comme O.J. Simpson qui vient de mourir. Not R.I.P. motherfucker. Yeah. Goodbye. C'est lui qui l'a fait, on le sait très bien. Xavier, on sait que c'est lui qui l'a fait, on sait très bien. Bref, voilà. Sinon, j'avais un autre fait parce que j'ai découvert aujourd'hui et j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour nous. C'est que, apparemment, donc les premières preuves de l'importation et donc les débuts de l'industrialisation vinicole, donc pour le vin en France, c'était à Latte. Ah, donc j'ai pas compris ce que c'était, ce que tu viens de raconter. Tu m'écoutais pas. Je t'écoute, mais j'ai pas compris ce que c'était. En fait, les premières preuves archéologiques. Ah oui, donc qu'on faisait du vin. D'industrialisation en tout cas du vin. Ouais. C'était à Latte, dans le sud de la France. Ah ben, mais voilà. Après, tu as eu beaucoup de passages maritimes de vin ici, hein. Oui, donc on venait dans la Méditerranée, puis on remontait la côte de la France. Et en fait, ils ont retrouvé des presses et renforts, etc. Puis ils utilisaient des gros trucs, je crois, en terracotta, et ils transportaient le vin, donc tu pouvais imaginer le poids, le dégât, parce que ça cassait relativement facilement, mais il n'y avait pas le même conteneur, enfin c'était compliqué. Moi j'ai toujours, depuis que je lis Astérix, enfin quand je lisais Astérix quand j'étais petite, je ne continue pas à lire Astérix, mais bon il n'y a rien de mal, j'ai toujours été curieuse du goût du vin de cette époque. Ça devait être dégueulasse. Ouais. En plus, moi qui connais rien, et puis très fort en teneur alcoolique, donc du coup, je comprends pourquoi ils croyaient dans ma magie. Ouais. Il y a un oracle qui a dit. Tout à fait, voilà. Oui, non. Mais il y a même eu un moment, donc il y a des raisins, donc qui sont interdits à la vente, ou ils peuvent pas les vinifier parce que ces vins-là, ce raisin, non, il a produit une sorte de pellicule d'un certain champignon qui a fait halluciner. Ah, donc t'as des histoires où en fait on raconte un peu tu sais, comme les histoires like the witches ou les sorcières ou des trucs comme ça. En fait, c'était des villages entiers qui faisaient en fait des villages, mais avec ces raisins-là, et tout le monde pétait un plomb parce que ils étaient tous sur hallucinogènes. Ils étaient sous champi. Exactement, tous sous champi. Il y a une histoire comme ça en France où il y avait un truc dans la levure du pain et tout le village a été pris d'une folie. Mais la levure, c'est la même chose, hein. Pourquoi pas. Voilà. Okay. J'avais d'autres choses à dire, mais on va pas refaire une intro de 17 minutes. Hein, non, on va pas refaire une intro de 17 minutes. Par contre, il y a un truc important sur lequel on peut parler, et c'est Podmust. Yes! C'est vrai que j'ai... Top 8. Top 8, bitches! Du onologie et du true crime. Donc,
Criminologie. Criminologiste. Criminologie. J'arrive Sinon, ça pas. marche pas. Criminologie. Criminologie. Voilà, c'était une très beau manière de J'ai adoré. d'écrire. On Donc, n'avait pas pensé. Nous sommes docteurs en criminologie. Donc, et détective à notre temps. Ouais, voilà. Donc, criminologue, c'est ce que je mettrais sur mon CV maintenant. Ouais, c'est super. Voilà, donc merci beaucoup à Podmust. On a trouvé Podmust. Ça super cool. Et on va peut-être commencer des choses. Oui, parce que tu m'as dit, alors là pour une fois, on s'est un peu concerté. Enfin, pas concerté, mais elle m'a communiqué le fait que son histoire était longue. Donc, moi, j'ai fait une histoire courte, mais intense. Ah, donc voilà. Donc on s'est quand même, au moins cette fois-ci, échangé sur la longueur, la quantité de choses que j'avais à dire, ce qui est très long. Et donc, je vais démarrer. Et après, on fera la tienne. T'es prête? Toujours. OK. Donc, voici donc l'histoire de Candy Mossler. Alors, tu sais que ça commence avec une meuf qui s'appelle Candy. C'est une prostituée, une travailleuse du sexe. Elle est danseuse exotique. Elle faisait beaucoup de choses. Danseuse exotique. Il y a un peu de tout ça, mais pas tout à fait. J'ai toujours aimé ce terme d'ailleurs, danseuse exotique. J'ai l'impression qu'elle danse avec un pago, tu sais. Moi, j'amène mon chameau quand j'arrive. ACE. Mangue. Et je crois que la commotion est en train de... Bon, alors, sur ce, je ne sais pas démarrer. OK. On n'a pas parlé du vin. Ah non. Alors, attention, avant Candy, il y a Marie. Attends, on a eu un accident de voiture ce soir, OK? On n'est pas clair. Quand tu dis on, toi, tu te je m'implique dedans. Chut. Je suis dedans, je suis avec toi, je suis ta meilleure amie. Quand tu ressens les choses, je ressens les choses. Ah oui, tu es une empathe. Une empathe, c'est ça. D'accord, ouais. Pâte à crêpes, ouais. Donc, alors, attention, parce que là, il y a eu un autre petit couac, c'est qu'on devait enregistrer une autre soirée. Charlotte et moi, moi, j'ai annulé. Charlotte a lavé une bouteille de vin à cette époque-là. Donc, ce soir, je pensais qu'elle allait le ramener, mais elle l'a bu. Et du coup, je suis allée à l'épicerie acheter cette bouteille. Non, fake news. Je l'ai amenée à une amie qui elle-même l'a amenée à une soirée. Donc j'imagine que ces gens que je ne connais pas se sont régalés. Ce bouteille volant là. Je l'ai pas goûté. Donc là, on a de mon épicerie de mon petit village une domaine de Castelnau, un chardonnay qui s'appelle Les Ronces. C'est un vin de Pays d'Oc en 2022, donc indication géographique protégée quand même. Et c'est tout ce que je sais. Et vous n'aurez pas de pop parce que c'est un twist-off. Pas mal la ASMR pour ça. Ouais, mais t'aurais dû le faire plus près du micro, tu vois. Ah pardon, mais de la prochaine fois. Trop tard. Fancy. Tu veux goûter? Just like in the time of your. Attends. Voilà. Et ce sera mon seul verre de vin parce que. Mais c'est pas. Tu pas obligé de me faire une pinte. C'est dans un verre à vin, ça peut pas devenir une pinte. Parce que alors. Je suis désolée au restaurant Le Véritable, mais je vais mettre des glaçons parce qu'il faut quand même que je m'hydrate. Parce que demain, j'ai un déplacement professionnel et je vais conduire beaucoup. Donc, voilà, donc on est sage ce soir. Donc, ASMR glaçons. Voilà. Alors, revenons. Candy Mossler. Donc, c'est une mondaine de Houston. Et elle est accablée du meurtre de Jack Mosler, dont nous allons parler. Mais j'espère, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, donc c'est l'époque du swinging 60s. Alors, je sais pas du tout comment ça se traduit. Swinging 60s en français. Bon, il fallait juste le faire avec l'accent, alors c'est bon. Alors, elle s'appelle Candace Candy Mossler. Donc, voilà, elle vient du Houston, Texas. Il est bon. Et là, elle rend visite à son mari, donc l'homme d'affaires millionnaire, Jack Mossler, dans leur appartement de Key Biscayne, en Floride, près de Miami. Donc, ils ont plein d'enfants adoptés. Je vais en parler un peu plus tard. Les enfants adoptés sont également de voyage avec Candy. Et eux, ils sont là parce que son mari Jacques est à la tête de plusieurs banques. Attends. Ils sont en Floride, la famille. Ils viennent de Houston, mais ils sont tous en Floride. Okay. Parce que Jacques, il a des affaires à faire là-bas. Il est à la tête de plusieurs banques. Et tous les deux ont des enfants. Et tous les deux. Et là, elle est avec les enfants adoptés, parce qu'ils en ont d'autres aussi. Et bon, je vais y arriver. Okay. Il possède des sociétés de crédit. Il possède également des compagnies d'assurance. Et là, il est en Floride pour le travail. Car 3 de ces banques ont leur siège à Miami. OK. Donc, les enfants passent leur journée à jouer à la plage et à profiter du soleil. Malheureusement, Candy souffre de maux de tête débilitants. Elle se rend à l'hôpital local à 4 reprises pour se faire soigner pendant son voyage. Et la dernière de ces 4 visites à l'hôpital a lieu dans la nuit du 29 juin 1964. Et c'est au petit matin du 30 juin qu'elle va partir.
Elle amène ses 4 enfants avec elle à l'hôpital et elle fait également des courses en chemin parce qu'on est aux États-Unis où il y a des supermarchés ouverts tout le temps. Soyons clairs. Profitons-en. Oui, voilà. Elle s'arrête d'abord dans un hôtel pour poster les lettres. Ils avaient une boîte aux lettres apparemment. Et il invite les enfants à manger des hamburgers dans un restaurant, aussi ouvert toute la nuit. Putain, mais... Enfin, elle se rend à l'hôpital où elle reçoit une injection pour soulager ses maux de tête. Et là, Candy et les enfants vont rentrer dans l'appartement avec son mari à 4h30 du matin. Et ils vont trouver Jacques mort sur le sol du salon. Son corps est enveloppé dans une couverture orange, sa tête présente des signes de traumatisme contondants. Et lorsqu'il retire la couverture, il découvre qu'il a été poignardé 39 fois dans l'abdomen. Donc là, quand la police arrive et ils examinent le corps, la police il voit ça, il voit que c'est exagéré, parce que 39... Oui. Il a lot. Il y a un truc personnel derrière. Voilà, donc ils vont tout de suite commencer à interroger la famille proche, c'est-à-dire Cindy. Candy. Merci. Quelle écoute. C'était un test. Il y a pas, sur cette affaire, il n'y a pas des vidéos... Non, mais en même temps, je porte pas mes lunettes et donc j'aurais dû parce que je vois pas bien ce que j'ai écrit. Et ouais. Moqueuse. Des CCTV de justement elle qui est au drive... On est en 1964. Ah non, mais alors c'est pas du tout cette affaire-là dont je pense. Ok. Non. Donc je pense pas en tout cas. Donc que fait Cindy? Donc Candy. Donc, elle est née Candace Weatherby le 18 février, c'est aussi le jour d'anniversaire de mon père, le 18 février 1920, pas la même année. Et à Buchanan, en Georgie, à 55 miles à l'ouest de l'Atlanta, pour vous situer un peu dans les États-Unis. Elle est la 6e de 12 enfants. Ouais. D'une famille de fermiers très pauvres. Elle grandit, bon, à l'époque, ça doit être pas choquant non plus pour beaucoup de personnes parce qu'elle grandit sans téléphone ni radio, mais à mon avis, dans les années 60, il y en a plein qui l'ont pas. Donc bon, je le mentionne. Dernier iPhone. Mais soyons clairs. Voilà. Elle travaille à la ferme. Et comme tous ses frères et sœurs, elle ramasse du coton. Elle plante d'autres cultures, il s'occupe des poulets, etc., etc. Enfin, en gros, à cette époque-là, t'es né dans une famille, à mon avis, à 50, tu taffes, quoi. Oui, à peu près, oui. Ouais. Enfin, même, moi, si j'ai un enfant, je veux qu'il taffe à 5 ans, en fait. C'est quoi? Non, passons. OK. Kids are annoying. Non, mais je pense que ce genre de famille, ils doivent avoir d'enfants pour s'occuper de la ferme. Hein. Mais en fait, c'est ça, tu te dis, mais pourquoi? Déjà, il n'y a pas de contraception à cette époque-là, sûrement, t'es aux États-Unis, voilà. Mais bon, oui, c'est sûr, il faut participer. Voilà, donc, dès le début, par contre, Candy, elle rêve de plus. Moi, c'est vraiment Là, le rêve américain, c'est tellement beau. Tout à fait. Donc, je vais rencontrer ce producteur de cinéma à Hollywood. Je le fais bien, la voix. T'as vu? Donc, elle a toujours voulu se mettre en spectacle, s'habiller, faire semblant d'être une princesse, vivre dans un monde imaginaire. Always starts like this. Ouais, ça commence comme ça. En 1932, alors qu'elle a 12 ans, sa mère meurt en donnant naissance à son 13e enfant, qui lui, il meurt aussi. 13, ça porte malheur. Hein. C'est tragique. Son père tombe dans une profonde dépression et commence à boire. Il est incapable de s'occuper seul de ses 12 enfants, mais à mon avis, même sans boire, il était incapable. Parce que, vu comment étaient les mecs à cette époque-là. Man. Voilà, donc il va confier les plus jeunes enfants à différents membres de la famille et les plus âgés sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc Candy, elle, qui a 12 ans, elle finit par vivre avec le grand-père, mais en gros, elle est essentiellement, elle doit s'élever seule, quoi, parce que le grand-père non plus, quoi. Son enfance est assez difficile. À l'adolescence, son grand-père va l'encourager à se trouver un mari qui s'occupera d'elle. Voilà. À 12 ans? Mais voilà, non. À l'âge adolescent. Donc, oui, voilà. Oui, 14, 15. C'est ce que je vais dire. Voilà, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Non. Mais bon, voilà ce qui mais je suis navrée, mais même 20 ans plus tard, aux États-Unis, dans les années 80, tu devais trouver un mari. Oui, enfin, c'est un peu... Oui, ça n'a pas changé. Mais même en France, hein, je pense. C'est ça, exactement. Donc, c'est alors qu'elle rencontre un ami de la famille qui s'appelle Norman Johnson. Norman est ingénieur civil. Il a 10 ans de plus qu'elle. Il se marie en 1939. Donc, elle a 12 plus 7. Elle a 19. Ah ouais, c'est marqué juste après. T'avais pas besoin de faire les maths? Merde. En plus, 12 plus 7, c'est pas facile, hein? Je réfléchissais. Donc, 19 ans, il en a 29. Voilà, ils vont s'installer à l'Alabama, donc dans une ville d'Alabama, où ils auront un fils, Norman Jr., très cherché. Ouais, c'est pas mal.
Candy se lasse très vite de cette vie de mère au foyer. Elle commence à faire du bénévolat à l'USO de Fort Benning. dire de cette vie de merde. Aussi, c'est un synonyme. Donc, à l'USO, c'est un truc des officiers de l'armée. Donc, elle commence à faire des trucs bénévolats. D'accord. Elle organise des fêtes pour les soldats. Elle va rencontrer plein de soldats. Elle va se lier d'amitié avec eux. Mais le plus important entre eux, c'est Winthrop Rockefeller. Ça te parle? Tout à fait. Dont le fils du fameux John D. Rockefeller. Tu savais que la sœur de Paris Hilton s'était mariée avec un Rockefeller? Oui, si je savais parce que j'ai vu un documentaire sur Paris Hilton il y a pas si longtemps. C'est un truc de fou. Oui, si. Enfin, donc voilà. Donc, ce nom Rockefeller, ça doit vous parler à tous. Il y a un très grand arbre de Noël, très connu. Un arbre généalogique. Ah non, un arbre de Noël. Non, on connaît pas trop ça, le français. Au centre Rockefeller, là où ils ont le patin à glace à New York? Oui, mais en fait, pas tout le monde ne connaît ça. C'est une place à New York très connue où tous les hivers, ils mettent du patin à glace et l'arbre immense. L'arbre immense. Et il y a un centre, donc un immeuble appelé Rockefeller, quoi. Je suis allée à Noël en plus. Ben voilà. Donc c'est un standard touriste new-yorkaise. En France, on connaît plus la famille, le nom, quoi. Le nom est... Voilà. Donc voilà, c'est une des familles la plus riches des États-Unis. Donc, alors là, en 1937, même là, la valeur de la famille, ils veulent, même aujourd'hui, ils sont ultra riches. Et donc, Winthrop Rockefeller et Candy deviennent très proches, à tel point que lorsque Candy va avoir son deuxième enfant, Rita, en 1943, beaucoup de gens vont se demander si le bébé est pas celui de Norman, pas Norman, mais à Winthrop, tu vois. Donc, la paternité réelle ne va jamais être testée, jamais prouvée, mais voilà, les langues disent que. Le doute m'habite. C'est ça. La bite m'a doute. Alors, au milieu des années 40, Norman va trouver un emploi dans un chantier naval. Donc, la famille déménage à la Nouvelle-Orléans, mais peu après, Norman et Candy vont divorcer. Norman va s'installer dans le Colorado, mais Candy reste à Nouvelle-Orléans avec les 2 enfants et se débrouille seule, ce qu'elle a manifestement l'habitude de faire. Elle trouve du travail comme mannequin pour les grands magasins locaux et elle va créer également sa propre ligne de lingerie. Donc, manifestement, c'est une femme très intelligente, très belle et aussi assez entrepreneuriale. Donc, le travail de mannequin de Candy va l'inciter à se rendre à New York pour poursuivre des cours d'école dans une école qui s'appelle Barbizon. Alors, moi, ça m'a fait rire quand je lisais l'histoire. Barbizon. En fait, moi, quand j'ai grandi dans les années 80, début années 90, donc comme quoi ça a duré, à la télé, dans les magazines, partout, t'avais des pubs pour, modeling school, Barbizon. Et c'était craignos, mais il doit y avoir plein de filles qui ont rêvé de faire ça, c'est dire que ça va faire ma carrière de mannequin. Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même l'époque où les grands mannequins des années 80-90 oui, c'est vrai, était sorti, sont devenus connus, etc. Super modèle, ouais. Voilà, donc en fait, elle est allée à cette école et voilà, et à la fin de ses études, elle va retourner en Nouvelle-Orléans et décide d'ouvrir sa propre école de mannequinat pour les jeunes filles. Elle est entrepreneuriale, quand même. Grave. Donc, en plus d'enseigner aux filles, alors, ne rigole pas, c'était une époque, comment se coiffer, se maquiller et garder une silhouette fine, elle leur apprend à réaliser leurs rêves. Et on a la même maintenant, il y a des nanas qui veulent que tu fasses une silhouette où t'as un cul... c'est clair. Bref. Donc, elle promet également de donner à ses élèves, c'est un coach, quoi, une coach d'époque, on disait pas coach, mais c'était ça. Nice. Donc, elle promet de donner à ses élèves la confiance en soi, la grâce, la prestance et l'élégance de la parole qui feront de vous une personne de grande distinction. Oh, j'adore. Et il y en a plein qui en auraient besoin. Mais aujourd'hui, les coachs en ligne, il n'y a que ça. Mais bien comment sûr. Comment comment faire ci, comment passer l'entretien, enfin. Mais oui. Ça existe encore, c'est aussi craignos qu'avant. Candy. C'est ça. Donc, ils organisent, donc le truc de l'école, c'est qu'ils organisent une défilée sur Canal Street, c'est la rue connue de la Nouvelle-Orléans, et tous les étudiants, apparemment, vont montrer leurs différents talents, et à la fin, ils font un truc de mannequin. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être je sais pas s'ils se baladent avec un livre sur la tête, ou je sais pas, mais bon, en tout cas, ils montrent qu'elles sont minces, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, ça c'est la principale. Voilà. Là aussi, des rumeurs circulent, donc dans la ville, comme quoi l'école de mannequin n'est pas le seul moyen de subsistance de Candy. Donc, comme tu as dit au début, les gens disent qu'elle gagne de l'argent en tant que travailleuse du sexe et qu'elle a mis en place un service d'escorte sous couvert de donner des leçons de danse à cette école. Et apparemment, les hommes se rendent donc à un cours de danse, ils sont mis en couple avec une femme et après avoir dansé, ils se séparent dans les chambres adjacentes et ils passent rapidement dans la chambre et claquent la porte. Et malgré toutes ces rumeurs, Candy, la tête haute, fait toujours son travail. Parce que Candy, tu vas le voir dans l'histoire, elle est perturbée par à peu près rien du tout. J'aime beaucoup Candy. Moi aussi. Moi, je suis
suis assez fan. Mais tu vas voir, parce que tu vas voir la route qu'elle se creuse. Il faut imaginer la petite fille de fermier pauvre, que l'histoire, bon, elle est dark, mais quand même, parce qu'elle côtoie là. Tout ça, c'est elle qui l'a fait. Toute seule. C'est ça. Tout Candy. Exactement. Elle n'a pas honte. Elle est bénévole pour les organisations artistiques locales comme l'Opéra de la Nouvelle-Orléans, qu'elle aide à pour solliciter les dons. Et elle est très, très, très douée pour persuader l'élite fortunée de la Nouvelle-Orléans de donner des grosses sommes d'argent à l'opéra. She's good. Donc, c'est là, en 1947, qu'elle va rencontrer un donateur qui s'engage qu'à donner $25, mais qui est très intéressé par Candy, donc qui a 27 ans. Et là, il s'agit de Jack Mosler. Okay. Donc, l'éventuel mari, vous l'aurez compris. Donc, lui, c'est qui? Donc, lui aussi, c'est by his bootstraps. Il a fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Il est originaire de Roumanie et sa famille vont émigrer à Buffalo, dans l'État de New York. Buffalo. Buffalo, New York. Buffalo. En français. Ah, pardon. Et donc, Jacques, il est encore enfant quand la famille va émigrer. Ouais. À la fin de son adolescence, vers 1913, il s'installe à la Nouvelle-Orléans et crée sa propre concession de voitures d'occasion. Mais en 1916, un médecin signale que sa voiture a été volée sur le parking de l'hôpital et les autorités la découvrent dans un garage de la concession de Jacques. Donc, il n'a que 21 ans. Alors qu'il est arrêté pour vol qualifié, mais qu'il a déjà sa propre concession, tu vois. Tu vois, le truc de l'époque, on en a déjà parlé. À 21 ans, les choses qui étaient possibles à cette époque-là ne sont pas aujourd'hui. Mais c'est comme quand tu vois dans les films, les personnes qui sont censées avoir 40 ans, maintenant, ce seraient des gens qui auraient 60 ans. Clairement. On était beaucoup plus vieux plus tôt. Voilà. Donc, du coup, il est condamné pour le crime. Mais peu après son arrestation, il s'engage dans l'armée et part combattre pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. À son retour, il vend la concession et il ouvre une société de crédit. Au début, c'est une petite entreprise, mais elle devient très, très, très prospère. Okay. Cela lui permet lui ouvrir d'autres sociétés de crédit, puis des compagnies d'assurance et finalement des banques, comme on a dit au début. Je sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, qu'à 22 ans, en 1917, il arrive à faire tout ça, en plus qu'il épouse sa première femme, avec qui il va avoir 4 enfants. What? Dis-moi que c'est des triplés et un petit, quoi. Non, je sais pas. En tout cas, l'histoire de Candy et de Jacques, elle attendra un peu parce que c'est seulement 30 ans plus tard, en 1947, que Jacques demande le divorce et concentre tous ses efforts sur ses affaires. En fait, c'est un businessman, voilà. Donc, il a passé toutes ces années à devenir multimillionnaire. Il est très connu dans les cercles sociaux de la Nouvelle-Orléans, mais il se tient toujours à l'écart de tout ça jusqu'à ce qu'il rencontre Candy, qui fait du racolage pour l'opéra. Donc, quelques semaines après avoir obtenu de Jacques un don de $25, Candy et Jacques vont se rencontrer, entre guillemets, par hasard, au zoo. Attends, en fait, il est multimillionnaire, il a donné $25? Oui, voilà, il a donné que $25. Donc, tout le monde sait dans cette ville que Jacques se promène tous les jours au zoo pendant sa pause déjeuner. Okay. Donc, peu importe que ça soit une coïncidence bizarre que le mannequin Candy se trouve également au zoo à l'heure du déjeuner. Vous ici? Quel meet cute! Oh, c'est incroyable! Mais en tombant l'un sur l'autre, ils commencent immédiatement à sortir ensemble et vont se marier 2 ans plus tard, en mai 1949. Ça va. Voilà, donc c'est hyper rapide et il s'installe à Houston. On a connu pire. C'est ça. Oui, bien sûr. Donc là, c'est là que la vie à Houston démarre. Okay. Donc Houston, c'est une ville, Houston, Texas, c'est en pleine rénovation grâce au boom pétrolier de Texas. Et donc la famille Mosler va construire une manoir de 3 étages sur un terrain de 3 hectares à River Oaks, le quartier la plus riche de Houston, le plus riche à l'époque. Leur garage va habiter 7 voitures de luxe. Ils disposent d'une équipe complète à leur domicile, majordome, femme de chambre, jardinier, tout le tralala. Lorsqu'ils s'installent en ville, Candy est bien sûr une étrangère, mais cela ne dure que peu de temps, tu penses bien. Elle se lance dans toutes les actions philanthropiques qu'elle peut trouver. Elle est bénévole dans les hôpitaux, elle organise des soirées de bienfaisance pour l'opéra de Houston, elle donne d'opéra en opéra. Enfin, elle sait un peu comment faire si elle veut se retrouver dans l'élite. Bien sûr. Voilà. Très forte. Elle fait des chèques très généreux pour des causes comme les compagnies théâtrales, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer les mots ce soir. La recherche sur les maladies cardiaques, The Houston Boys Club. Elle fait des chèques pour des
qu'est-ce que j'ai marqué d'autre, un autre truc de garçon. En fait, elle s'en fout un peu des filles. Mais malheureusement, à l'époque, c'est pas les filles qui avaient le pouvoir. Non, c'est ça. Donc là aussi, il y a des chuchotements concernant sa vie passée de escort girl. Mais bon, ses actions philanthropiques pèsent un peu plus lourd. Du coup, on n'en parle pas trop. Donc, jeter de l'argent sur un problème est généralement la solution de Candy. Donc aussi, toutes les personnes qui vont dire qu'ils rencontrent Candy, on peut le lire dans les choses qui sont écrites, sont immédiatement charmées par ses yeux bleus pétillants, sa beauté, sa personnalité. Elle est hyper amicale, en fait. C'est ta meilleure amie, Candy. Donc, elle n'est pas la première femme non plus d'avoir un passé douteux ou s'être mariée avec un homme riche. Donc ça, bof, on passe. Donc, alors que certaines personnes aiment faire des ragots sur son histoire possible, la plupart des gens décident de détourner le regard et de se dire que on s'en fout. Donc, en janvier 1957, Jacques est en voyage d'affaires à Chicago lorsqu'il entend parler, et là c'est fou, il entend parler de 4 enfants devenus orphelins après que leur père a tué leur mère et l'a poignardé à mort. Wow. Voilà, donc Candy prend immédiatement l'avion pour rejoindre à Chicago Jacques, et ils vont adopter sur le champ les 4 enfants et les ramener à Houston. Putain. Donc, cette nouvelle famille est accueillie par une foule de journalistes, de photographes, dès leur atterrissage. Voilà, le visage de Candy va faire la une de tous les journaux de Houston, entre guillemets, parce qu'elle a sauvé ses enfants. Et donc, c'est assez horrifiant quand on pense à la manière dont ces 4 enfants, ils ont été adoptés et qu'ils vont retrouver Jacques, leur père adopté. Donc, c'est-à-dire, ils vont revivre la même chose 2 fois. C'est affreux. Ouais, c'est assez affreux. Je suis d'accord, et c'est la partie de l'histoire la plus dark, et on passe. Donc, revenons donc à la soirée du meurtre de Jacques. Donc, Candy va dire à la police qu'elle soupçonne un vol. Mais les policiers constatent quand même, encore une fois, les 39 coups qui ont été portés, ça signale plutôt un crime passionnel. Ouais. Et c'est là que Candy a un peu plus de choses à dire. Elle dit à la police que Jacques, un homme d'affaires prospère qui il est, mais qui s'est fait plus d'un ennemi au fil des années. Et surtout, et là c'est le truc accrocheur, elle soupçonne que son mari de mener une vie double en couchant avec des hommes derrière son dos à chaque fois qu'il n'est pas en ville. Donc, elle dit que ça peut être un amant en colère qui se serait pris à Jacques. Donc, la police va se pencher sur ses relations extramaritales. C'est ça. Homosexuel, pour trouver le mobile. Et c'est alors qu'ils vont découvrir, par contre, une piste inattendue. Parce que selon un membre anonyme du personnel de la maison des Mosler, ils accusent au contraire Candy d'être à l'origine de la liaison. Et en fait, on dirait qu'elle est en train de fréquenter un jeune homme nommé Melvin Powers. Et cette information est une bombe, parce que Melvin est également le neveu de Candy, âgé de 21 ans. Tout à fait, la tête de Charlotte. Black. On aurait dit ta tête Kirsten Wig. Je vois pas. Donc, voyez, en fin 1961, Candy va recevoir un appel de sa grande sœur Babe. Sa sœur s'appelle Candy Babe. and Babe. Candy and Babe. Je crois que j'ai vu ce film. It's Thelma et Louise, mais Alabama. Ouais, Two Girls, One Cup. Oh, no. Et donc, la grande sœur Babe, qui vit en Arizona, va appeler Candy pour lui dire que son fils Melvin vient d'être condamné à 90 jours de prison pour fraude. Et donc, c'est un garçon sans but il se présente rarement à l'école, il fait rarement ses devoirs. Donc, il a été renvoyé pour avoir été trop absent. Et lorsqu'il essaie de profiter d'un client de 82 ans en essayant de lui vendre soi-disant $20 000 d'actions dans une fausse société qui n'existe pas, il se fait attraper. Donc, Babe espère que Candy va pouvoir aider avec son fils, et Candy accepte donc de l'accueillir. Et donc, donc Melvin va s'installer dans le manoir des Mosler à Houston, et Jacques lui donne un emploi dans une des sociétés de prêt en tant qu'agent de recouvrement. Et il s'avère qu'il est hyper doué pour ce travail et qu'il devrait parce que il est logé et nourri gratuitement dans un manoir de 3 étages avec repas préparés et chef cuisinier. Donc, faire le boulot devrait être à peu près facile. En fait, c'est pas mal. Genre, tu fais rien de ta vie, tu fais de la merde et tu vas être logé dans un manoir. T'appelles Tatar. Voilà. Okay. Et en plus, tu baises. Oh, ça me dégoûte. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Allez, go. Donc, ils vont même lui donner son propre Thunderbird. Genre une super voiture, quoi. Non, mais c'est famille adoptive de ouf, quoi.
Donc, il a d'autres avantages un peu bizarres, donc notamment des chirurgies esthétiques. Donc, sur l'insistance de Candy, Melvin s'est d'abord fait enlever les amygdales. Ouais, bon, ça, c'est pas esthétique. Non, ça mais se voit bon. pas. Il se fait épingler les oreilles pour qu'elles ne dépassent plus. Ouais. Je suppose qu'elles dépassaient. Oui. Ses cicatrices d'acné ont été enlevées et enfin, il a été circoncis. What? Il a eu un Mais petit... c'est pas de la chirurgie esthétique, ça, les gars. Enfin, si tu aimes, tu as une chapeau ou pas. Est-ce qu'on aime le bonnet? Il fait froid, il fait chaud, on sait pas. C'est aux États-Unis, ils aiment pas le bonnet là-bas. Ouais, non, les États-Unis, c'est vrai que c'est très bizarre, ça. Voilà, donc Melvin a eu un sort de glow-up super space. Amygdale et prépuce, parfait. Done. Bye. C'est le titre de l'épisode, ça. Attends, il faut noter amygdale et prépuce. Note-le, tu vas oublier. Oui. Alors, du coup, je suis où? Parce que là, même moi, je suis sortie de ma propre histoire. Donc, environ 1 an et demi plus tard, en juin 1963, putain, j'ai du mal ce soir, le train de vie de Melvin s'arrête brusquement. Jacques ne se contente pas de renvoyer Melvin, il le fait escorter par la sécurité hors du manoir. Et peu après, Jacques fait ses propres valises et quitte Houston pour la Floride. Donc, il le savait. On sait pas. Voilà. À mon avis. Donc, il va se rendre en Floride, on dit, effectivement, pour s'évader, on pense. Bah oui. Et s'y installe seul. Et lorsque les gens vont demander à Candy où se trouve Jacques et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà, elle va répondre que Melvin voulait créer sa propre entreprise, qu'il entrait en conflit avec les intérêts commerciaux de Jacques. Elle ajoute que Jacques a déménagé en Floride pour des raisons professionnelles parce qu'il est en train d'ouvrir une nouvelle banque à Miami et qu'il a besoin d'être en ville pour la mettre sur pied et la faire fonctionner. Donc, après avoir été chassé du manoir des Mosler, Melvin déménage à 24 miles au sud de Houston, où il va démarrer une affaire de vente de mobil-home. C'est là que la police vont le retrouver le 3 juillet 1964, 3 jours après le meurtre, et ils vont l'interroger. D'accord. Melvin va dire à la police le soir du meurtre de Jacques qu'il était au cinéma à Houston. Mais problème, il ne sait pas quel film il a vu, ni où il a vu. Ah, Ça m'arrive tout le temps, hein. Bah, moi, quand je vais au cinéma, c'est ça. T'es tellement emporté par le film que tu t'en souviens pas. C'est ça. Mais bon, forcément, la police a déjà Il est pas très malin, enquêté. quand même, hein. Non. Mais bon, est-ce que tu pensais qu'il était vraiment malin vu le descriptif que je viens de donner? Non, mais voilà, Ouais. vraiment, quoi. Donc, la police a quand même enquêté un peu sur lui. Et donc, en fait, ils ont appris que l'après-midi du 29 juin 1964, Melvin est arrivé à l'aéroport de Houston avec une valise. Il a acheté un billet aller simple pour Miami et il a atterri là-bas plus tard dans la journée. Je sais pas pourquoi il a acheté un billet simple, ben bon. Mais une fois qu'il est là-bas, il va se rendre dans un bar de le Holiday Inn. Et ce bar à l'hôtel se trouve juste à côté de l'appartement de Jacques. Au bar, Melvin va demander au barman une bouteille de soda vide. Donc genre, quoi? Donc tu devais remarquer à fond. Il va partir, bouteille à la main. Et puis à 1h du matin de la même nuit, il revient au bar et là, il commande un double scotch. Donc bon, tout le monde se souvient de lui parce que what? C'est comme si tu vas au McDo et tu demandes un burger sans pain. Tais-toi! Je l'ai fait une fois à ce moment-là. C'était dans le moment où on mangeait pas de pain. J'essaie de perdre quelques kilos, ça n'a pas marché. Bon. Bref, bon. Et donc, vers 4h30 du matin, au moment où Candy retourne à l'appartement et découvre le corps de Jack, Melvin est de retour à l'aéroport de Miami où il s'achète un autre billet direct pour Houston. Donc, manifestement, il est pris en flagrant délit de mensonge, d'accord? Et lors de l'interrogatoire, la police l'arrête, l'inculpe de meurtre avec préméditation. Alors que Melvin est derrière les barreaux, la police obtient un mandat de perquisition et fouille son bureau. Là, ils vont trouver une photo de Melvin et Candy enlacées dans une boîte de nuit, ainsi que des lettres de Candy à Melvin dans lesquelles elle l'appelle, et je cite, « Mon chéri ». Il y a un extrait, donc je vais lire, entre guillemets, commence l'extrait, pardon. « L'image de ton visage est devant moi. Je peux presque sentir ton visage contre le mien. Je ne peux pas penser à la vie sans toi. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Je te désire ardemment. » Et lui qui répond, « Attends, je t'aime, tante Candy. » J'adore, I have the ick. Drôle, qu'est-ce que c'est drôle. Je t'aime, Tati. Let's go, Melvin. Yeah, Melvin, you got it. Ew. Melvin Voilà. est coco, quand même. Mais c'est drôle, quoi. Drôle. Alors, donc,
Bon, bref, passons. Des rumeurs, forcément, là, circulent sur l'arrestation de Melvin et sur les liens possibles avec Candy, sur le meurtre de Jack. No shit. Et tout Houston, bien sûr, c'est un onde de choc, quoi. Donc là, les curieux, ils passent en masse devant le manoir de River Oaks et ils espèrent les apercevoir. Oui, parce que Candy est devenu devenu célèbre pour les mauvaises raisons. J'aurais fait pareil. Tout à fait. Oui, tu l'aurais fait, ouais. Clairement. À tel point elle doit engager des agents de sécurité et la police doit venir diriger l'intense circulation dans le quartier. Wow. Mais elle n'est pas là, Candy, parce qu'elle a été admise à l'hôpital de Saint-Luc pour ce qu'on appelle une tension nerveuse. Une tension nerveuse? Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, elle devait pas être trop mal en point quand même, parce qu'elle invite les journalistes à l'interviewer à son chevet. Ou plutôt, elle les accueille, en fait. Alors, elle qualifie d'absurde sa prétendue liaison avec Melvin, et ni qu'il y avait quelque chose entre deux, ou ni qu'ils ont rien à voir avec le meurtre, en fait. Bah, évidemment. Elle se rend ensuite à la clinique Mayo pour poursuivre un traitement médical un peu plus poussé. Elle va louer un appartement à proximité pour les enfants et leurs nounous. Elle reste à la clinique Mayo pendant 1 an, tandis que Melvin, lui, il est en prison, hein. Donc, la police poursuit l'enquête. Candy ne quitte pas Rochester une seule fois, sauf pour aller putain. Et ça, quand je dis tout à l'heure qu'elle est aussi Candy, elle a pas peur, parce que Candy, elle va quitter donc Mayo Clinic une seule fois pour se rendre à Washington sur la tombe de Jack au cimetière national d'Arlington à l'occasion de l'anniversaire de son enterrement. Elle insiste sur le fait qu'elle l'aimait de tout son cœur, qu'elle n'a jamais été avec lui pour son argent, déclarant publiquement qu'elle était heureuse avec lui elle serait heureuse avec lui dans une cabine téléphonique. Et du coup, elle ose, quoi. Elle a pas peur, elle a pas froid aux yeux, Candy, hein. Ça fait aucun sens, en plus, dans la cabine téléphonique. Non, elle aurait été heureuse avec lui dans une cabine téléphonique, alors qu'ils étaient en manoir riche. Oui, en fait, en gros, elle a été heureuse avec lui dans une boîte à chaussures, quoi. Non, mais j'ai compris, mais... Bon, bref. Elle va accorder un dernier interview avec le Miami Herald, dans lequel elle déclare que Jack a connu un déclin mental au cours des derniers mois de sa vie. Elle affirme également que un des amants présumés de Jack, lui a envoyé des lettres d'amour et qu'il a même essayé de la faire chanter pour $75,000. Donc là, la frénésie médiatique se poursuit et malgré ses efforts, le public réclame quand même de plus en plus fort l'arrestation de Candy. Parce que bon, il faut imaginer, dans tout ça, si elle était innocente, je veux bien, mais bon, qu'est-ce qu'elle foutait à rentrer à 4 heures du matin avec ses 4 enfants en lien, tu vois, le gamin, enfin bon, il y a trop de trucs, ouais. Bizarre. Donc, passons. Donc là, le 20 juillet 1965, Candy est informée que son arrestation est imminente. Mm-hmm. Les protestations se sont fait entendre. Elle accepte donc de prendre l'avion de la clinique Mayo jusqu'à Miami pour se rendre plutôt que de laisser les médias prendre une photo salace de son arrestation. Mais bon, lorsqu'elle atterrit à Miami, alors là, les médias l'attendent et bien sûr, ils l'assaillent de questions pour savoir si elle a assassiné son mari ou si elle couchait avec son neveu, moitié de son âge, nanani. Donc Candy, là, c'est magnifique. Attends. Oui, parce que tu parles beaucoup. Candy, il faut hydrater. Non, j'ai pas la vu. bouche. Je m'hydrate. Non, donc mais voilà, il faut hydrater la. Non, parce que là, cette partie-là aussi, elle est magique. Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Donc Candy, là, avec tous ces journalistes et papa ou je sais pas quoi, elle garde son sang-froid et quand tu lui poses la question, elle va dire, je cite, personne n'est parfait, qui est, ma foi, l'euphémisme du siècle. Mais c'est clair. Donc Candy, quoi, dans toute sa splendeur. Ça. Ouais. Donc, c'est bon ça. Ouais, non mais Candy, j'adore. Mais donc attends. c'est ça le titre de l'épisode. Je sais pas. Personne n'est parfait. Ouais, j'hésite. Je sais. Bon, on va voir. Prépuce, personne n'est parfait. C'est pas mal. Aucun prépuce n'est parfait. Ouais. Le prépuce, ça attire, tu vois, les gens. Le chapeau. Je vous tire mon chapeau, madame. C'est ça le titre. Ouais. Il y a beaucoup trop de titres. On a oublié tous les jeux. Oui. Soyons clairs. Alors, leur procès commun va commencer en janvier 1966 à Miami. Et c'est l'événement de la décennie en Floride, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire beaucoup. Parce qu'il s'en passe des choses. La Floride, c'était déjà aussi dégringolé dans les années 60. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même waouh, quoi. Il s'en passe des choses en Floride. C'est ça, il s'en passe des choses. Donc, plus de 40 médias nationaux... Pardon, j'essaie de refermer notre bouteille et je fais plein de bruit. Bon, j'arrête. Pardon, Bruno, pardon. Donc, plus de 40 médias nationaux et locaux ont des places dans la salle d'audience. Les gens font la queue pour rentrer. Ah, tu m'étonnes. Et ceux qui ont la chance d'obtenir un siège apportent des paniers repas pour ne pas perdre leur place. Ah, j'aurais fait pareil. Donc, Candy, elle arrive, tu me l'imagines bien, habillée comme il se doit. Elle dira plus tard, l'un de ses avocats, on aurait pu croire qu'elle était une star de cinéma marchant sur le tapis rouge. J'adore.
L'accusation expose clairement ses arguments dès le départ. Il pense que Candy a comploté avec son neveu Melvin pour faire tuer Jacques pendant qu'elle était à l'hôpital avec ses maux de tête, avec les enfants, ce qui lui a donné un alibi solide. Bien sûr. Jacques, à cette époque-là, valait au moins 7 millions de dollars. Donc aujourd'hui, c'est quoi, 60, je sais pas exactement. A shitload. Voilà, it's a lot. Et Candy et Melvin, par contre, sont défendus par un avocat nommé Percy Foreman, qui est un avocat requin, qui plus tard défendra James Earl Ray, l'homme qui a assassiné Martin Luther King Jr. Wow. Ouais. Donc, Percy Foreman, cet avocat, soutient que Jacques est responsable de sa propre mort en raison de ses relations d'affaires, surtout avec des hommes, et des amours secrètes avec des personnages louches. Ouais. Dans sa plaidoirie d'ouverture, il affirme que Jacques était aussi impitoyable en affaires que n'importe quel pirate ayant navigué les 7 mers, et que son appétit sexuel insatiable le rendait vulnérable aux attaques et au chantage. Il n'y a aucune preuve à l'appui de ces affirmations, mais c'est comme ça que ça va commencer. Donc, il va fort, quoi. Et puis, il faut penser à l'époque, on parlait des liaisons homosexuelles, et de suite, on va mettre une sorte de tache noire sur tout le procès. En fait, c'est ça. Mais ça arrive maintenant encore, aux Bien États-Unis. C'est à partir du moment où il y a un petit once d'homosexualité, t'es là, oh mon Dieu, ça y est, j'ai ma défense. C'est ça. Donc, au cours du procès, Foreman, donc l'avocat de la défense, n'appelle aucun témoin là-bas. Il laisse les procureurs appeler leurs témoins. Donc, il s'agit principalement des personnes qui affirment avoir vu Melvin et Candy se battre à la maison des Mosler, lors des voyages du ski, à des concerts, dans les boîtes de nuit. Et ensuite, il va quand même décortiquer ces témoignages et tente de discréditer tous, et en même temps, il discrédite Jacques. D'accord? Donc, un témoin, par exemple, se souvient d'avoir vu les deux disparaître ensemble dans une caravane au ranch des Mosler, et puis d'être entré, avoir vu le lit en bazar. Et l'un des collègues de travail, Melvin, se souvient à plusieurs occasions avoir vu Melvin se vanter d'avoir obtenu ce qu'il voulait de Candy en y faisant une fellation. À elle? Ouais, enfin, c'est quoi l'opposé d'une fellation? Sexe oral. Ouais, du sexe oral. Donc là, apparemment, les témoignages sont si sexuellement inappropriés qu'à un moment donné, le juge va décider qu'aucune personne âgée de moins de 21 ans ne peut rester dans la salle d'audience. Et moi, j'étais là, mais pourquoi il y avait des gens de moins de 21 ans dans la salle d'audience pour trop de meurtre? Bon, je suis peut-être biaisée, mais bon, ouais, on va parler d'un meurtre d'un mec, mais bon, par contre, on parle de fellation. Là, non, c'est too much. Non. Voilà, donc c'était un truc d'époque. Comment résumer les États-Unis en une phrase, c'est ça. Voilà. Après, il va y avoir plusieurs témoins qui affirment que Candy leur a proposé d'assassiner Jacques au cours de l'année qui a précédé sa mort. Donc, un homme en particulier, connu pour ses problèmes de toxicomanie, va avoir affirmé que Candy lui a proposé 25 000 $ pour tuer Jacques. Il prévoyait de le faire avec une voiture piégée, mais il a été arrêté avant pour un autre motif. Et donc, il affirme aussi avoir rencontré Melvin en prison et que Melvin lui aura tout dit, quoi. Mais bon, le gars, il est pas du tout solide, quoi. C'est un toxicomane, c'est plus que du spéculatif, quoi. Oui, mais après, tu vois, quand ils amènent ce genre de témoins, entre guillemets, les jurés vont quand même l'entendre. Et du coup, ça te... peu importe. Je pense que ce témoin, bon, je sais pas, mais je pense que ce témoin leur a porté préjudice parce que justement, c'est un toxicomane, il était connu en ville comme étant un toxico. Et du coup, justement, ça a fait le contraire de ce qu'ils auraient voulu. Et donc, du coup, l'avocat de la défense arrive à passer Candy en femme douce, innocente, que Melvin n'est qu'un jeune garçon innocent et influençable, que n'est autre que son neveu. Et donc, au final, après 3 jours de délibération, le jury va rendre un verdict de non coupable pour Melvin et Candy. Non! Ouais. Donc, voilà. Et c'est là où Candy, mais voilà, il faut quand même aimer, hein. Il faut quand même aimer. Ils fondent les deux en larmes et vont remercier Dieu, tous les membres du jury. Donc quand même, c'est des Américains, mais ils vont remercier le jury. Et c'est là ils sortent, ils s'embrassent rapidement et ils montent dans un Cadillac décapotable et doré et ils vont tous les deux. Ils partent tous les deux ensemble. Et là, ils vont vivre ensemble. Ils sont libres et faciles. Ils vont construire un mur de pierre de 2 mètres autour de la maison pour essayer de retrouver un semblant d'intimité. Mais les gens vont quand même venir passer, essayer de les voir et les apercevoir. Les amis de Candy sont pas très enthousiastes, donc ils seront plus invités aux fêtes, aux manifestations caritatives, mais rien n'arrête Candy. Et là, elle vit en vie commune, sans être cachée avec Melvin. Elle va reprendre la gestion de toutes les entreprises de Jacques. Elle va même ouvrir d'autres entreprises. À un moment donné, elle va ouvrir même sa propre maison d'édition musicale. Elle va ne pouvoir vendre les chansons qu'elle a écrites au fil des années.
Soi-disant, I killed elle my va- husband. And I did it good. They did not catch me as they should. Voilà. Oh. Elle va même dire que Judy Garland s'est montrée intéressée pour enregistrer certaines chansons de Candy. Elle commence petit à petit à retrouver son statut social. Elle se rend dans les événements, elle travaille dans le milieu, elle se fait prendre en photo à des événements, par exemple avec Harry Belafonte Oui. et Aretha Franklin. Donc, mine de rien. Ah ouais. Elle pose pour une photo avec Martin Luther King Jr. après avoir fait un don généreux vers le Southern Christian Leadership Conference. Donc, elle utilise sa générosité et son argent pour revenir et se réinsérer L'argent de Jacques. dans la société. Tout ça, ouais, tout à fait. Et pendant ce temps, Melvin et Candy continuent à se renforcer, même si Candy va nier publiquement la relation amoureuse. En fait, on va les voir en spectacle, ils vont voir des matchs de baseball. Il va lui acheter une bague de fiançailles. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc, Melvin, lui, devenir un homme d'affaires prospère, il se lance dans l'immobilier, il achète une propriété pour $2,000, il la revend à $110,000. Sacrée marge. Donc, il gagne de l'argent et là, Melvin, par contre, il dit qu'il veut rompre avec Candy. Mais bon, il a un peu peur parce que Candy a un côté un peu foufou, elle a un tempérament fougueux et elle est imprévisible. Je sais pas de quoi il parle. Voilà. Donc, il a beau avoir une belle vie, maintenant, Melvin, il veut se débrouiller seul. Donc là, Candy va avoir l'intuition que Melvin l'a trompé. Il commence à se disputer plus souvent. Et lors d'une dispute dans l'ancien manoir, Melvin serait allé dans la salle de bain, il aurait claqué la porte, et là, Candy aurait tiré 3 coups de 45 dans la porte. Pour une raison ou une autre, elle ne l'atteint pas, et je suppose que la salle de bain est juste immense. C'est probablement à cause de ça. Dans ce manoir. C'est ça. Mais il décide finalement d'en finir. Donc, Melvin quitte le manoir, se laisse pousser les cheveux et la moustache et devient un célibataire. Il se lance dans ses propres affaires, alors que Candy mène une vie de célibataire. Elle va organiser quand même des fêtes. Elle a de nombreux petits amis au fil des ans. Le plus remarquable étant Chuck Berry. What? Ouais. C'est son petit ami pendant une petite année en 1987, je crois. Ou peut-être, non, c'est marqué dans l'autobiographie de 87, mais c'était avant. Donc, c'est que cette femme? C'est incroyable. Voilà. Donc, à 51 ans, en 1971, elle va épouser un entrepreneur et électricien et propriétaire de boîte de nuit nommé Barnett Garrison, qui lui n'a que 32 ans. Ouh, Candy. Donc, Candy entretient sa légende. C'est clair. Elle entretient en fait le fait qu'elle a un tempérament fougueux quand Barrett commence à la tromper. Elle va le découvrir dans un go-go bar. Tu vois ce que c'est? Oui. C'était pas striptease. Les filles elles dansent. c'est un truc des années 60. Oui, mais dans des cages. Elles se déshabillent un peu, mais pas tout à fait. Enfin, bref. Donc, Candy, cet endroit, ce go-go bar, va brûler mystérieusement. Les pompiers vont soupçonner Candy d'incendie criminel, mais elle nie les faits. C'est pas moi, je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais elle dit quand même qu'elle comprenait certainement pourquoi on ferait une telle chose. I love you, Candy. Elle est ouf, cette femme. Ouais. Un an plus tard, en août 1972, Barnett s'est retrouvée ensanglantée et inconscient dans le patio du manoir de Houston. Son arme est à côté de lui, mais il semble avoir été battu et avoir été tombé du toit de la maison, donc 3 étages plus bas. La police arrive à la maison, découvre Candy, que Candy... non, mais bon, je peux comprendre. Non, mais écoute, ça, c'est le top du top. Donc, Candy est enfermée dans la chambre. Et lorsque la police entre enfin par la porte, elle dit qu'elle a déjà tué, entre guillemets, quoi. Mais le corps de Barnett, il n'a aucune trace de balle. Et Candy est incohérente. Parce qu'elle est ivre, parce qu'elle est sous l'emprise de la drogue. En fait, bref. Et Barney, il va survivre à ses blessures. Dans un état végétatif. Mais il n'y a pas de meurtre. Tu vois? Mais tu vois, tu sais à quoi ça me fait penser, Candy? Genre, j'imagine les flics qui arrivent pour la énième fois dans son manoir. Et tu sais, le mime, là, de l'Indien qui fait genre, oh nice try. You again. Voilà. Donc, en fait, le gars, aucun crime n'a été créé. Lui, il reste dans une maison de retraite pendant 25 ans. Il est mort en 2009. Faut le faire quand même. Cette meuf est incroyable. Donc, il y a un gars qui a fait pas mal de recherches sur la vie de Candy, qui devait faire une biographie. Un t-shirt avec son visage. Ouais, non, mais énorme, quoi. Mais il a fait toutes les recherches dont j'en parle. Et en fait, il dit qu'elle avait engagé 2 hommes de main pour battre Barnett parce qu'il avait trompé. Mais ça n'a jamais été prouvé. Et donc, ça a été jugé accidentel. Wow.
Ouais. Donc, en 1973, donc 2 des fils adoptifs, parce que donc il y a donc son fils Norman Jr., sa fille Rita et 4 enfants adoptés. Si on se souvient, si on trace. Donc, en 1973, 2 des fils adoptifs de Candy ont tenté une action de justice contre elle, affirmant qu'elle leur avait volé une partie de leur compte ou de leur héritage, je sais pas, et qu'ils ne leur donnaient que $350 par mois. Ils décrivent également sa consommation effrénée de médicaments sous ordonnance et le traitement en fait, elle la traite de menteuse en Syrie. En même temps, pour un milliardaire, donner 350 à leurs enfants, c'est un peu abusé. Quand même. Dans les années 70, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, mais pour un milliardaire, c'est abusé. Oui, mais bon, oui, je veux bien, mais après, aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est ton argent, hein. Ouais. C'est pas l'argent des enfants, hein. Tu fais ce que t'en veux. Okay. Et ouais, c'est pas comme en France. Si le père, il meurt, il y a pas un tiers qui va, ça va tout, aux États-Unis, c'est tout à l'époux vivant. Donc c'est pas leur argent, par la loi. Donc elle peut leur donner zéro si elle veut. Waouh. Et oui, tout à fait. Donc bon, après, je trouve ça horrible, mais c'est son choix. C'est comme ça. D'accord. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est devenu de ce procès, mais en tout cas, 2 ans plus tard, en 1975, Candy va exclure 3 de ses enfants adoptifs de son testament. Elle va laisser l'argent qu'à sa fille aînée, donc Rita, son deuxième enfant, j'avais conversé Norman Jr., et au plus jeune fils adoptif, Eddie. Voilà. Qui a rien dit. Voilà. Donc, les autres, elle va les déshériter. Mm-hmm. En octobre 1976, alors qu'elle est en déplacement professionnel à Miami, Candy est retrouvée morte dans la suite de son hôtel. Elle n'a que 62 ans. Son médecin apparemment lui aurait prescrit une ordonnance pour soigner ses maux de tête, mais elle avait déjà pris des somnifères et la combinaison des deux a provoqué une overdose. Donc Melvin, donc son amant, va assister aux funérailles de Candy avec sa nouvelle petite amie. Ça va se dérouler. Non, mais ils ont aucun. Ça va se dérouler au cimetière national d'Arlington où est enterré Jacques. Wow. Donc Melvin va aller au mec qu'il a soi-disant tué quoi quand même, tu vois. Enfin bref. Pas de face. Melvin, sa fin, il continue un yo-yo de richesse. C'est un peu le Donald Trump de cette époque où à un moment il a tout, il s'achète un yacht et puis le lendemain il a plus rien. Puis il regagne tout, etc. Et en 2010, à l'âge de 68 ans, Melvin va décéder à cause d'une mort par pneumonie, apparemment. Pneumonie. C'est ça. Ouais, whatever. On dirait une meuf du Sud. Hey, 13 pages plus tard, c'est bon, me fais pas chier. Pneumonie. Voilà. Donc, criminologie. On saura jamais, parce que les deux sont morts, on saura jamais. Enfin, il n'y a jamais eu des aveux, mais bon. Mais on sait quand même un petit peu. On sait quand même un tout petit peu. Et voilà l'histoire de Candy Mossler et Jack Mossler. Mais tu sais, pendant que tu parlais, j'ai regardé parce que j'aime bien, moi, pendant que tu le dis, j'aime bien ne pas regarder après l'image, mais la regarder pendant que tu racontes l'histoire. Ouais. Et en fait, j'ai déjà vu ces photos, mais je ne me souviens absolument pas de cette histoire. Mais moi, je la connaissais pas. Hein. Si, moi, ces photos, je les ai vues. Oui, effectivement, le neveu et tout machin, mais par contre, toute l'histoire, non, ça me disait rien, mais j'ai déjà entendu cette histoire. Voilà. Mais par contre, tu l'as super bien j'avais du mal à parler ce soir, ça m'arrive. Hein. Non, mais tu vois, faut y aller, on y va tranquille, on n'est pas pressé, on est bien. Nickel. Donc, j'adore. On passe à ton histoire. Non, je peux pas. Candy est ma nouvelle, mon héros, quoi. D'accord. Non, mais elle est pas mal, hein. On va un t-shirt avec Candy Mossler. Mais bien sûr. OK. Who the fuck is Candy Mossler? Nobody's perfect. Oh, j'adore. Et quand on fera notre merch pour des meurtres et du vin, on fera Candy Mossler, Nobody's perfect, des meurtres et du vin. Ouais, ça c'est pas mal. Ça fait beaucoup, mais oui, c'est. Oui, mais enfin, on trouvera la solution. Ouais, c'est pas mal. Alors. Donc, je savais que tu allais faire une histoire longue, je fais une histoire très courte. Alors, I'm ready. J'ai mis, commencer avec ça et tout machin, mais du coup, je suis pas prête parce que je voulais commencer avec un audio. Ouais. Alors, attends. Hop. Non, c'est pas ça. Oh, t'es nul pour sélectionner le mauvais. Voilà. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's all an ear. Is it bloody or did it like anything like that? I just told you to come. Do I have to take a picture and send it to you? What's the address? Is your son there now?
He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. Donc moi, je vais parler de Brian Cohy. Et en fait, je vais parler de ce truc parce qu'il y a pas longtemps, en fait, il y a une vidéo qui vient d'être released, mais d'une affaire qui est arrivée en 2021, mais qui a été la vidéo elle a été publiée il y a pas longtemps, en fait, parce que justement le procès s'est passé l'année dernière. Donc je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Non, bref. Le 1er mars 2021, Terry Cohy fait le ménage dans la chambre de son fils, Brian. Et elle voit qu'il a plein de choses dans sa panière à linge, donc elle commence à le vider. En fait, elle voit un sac en plastique. Je l'ai vu quand la police arrive. Ouais. La police arrive chez eux, ils leur disent il y a une tête dans le in the sink. Oui. Oui, je l'ai vu. C'est ça. Dans le lavabo, ouais. C'est ça. Alors heureusement qu'on a mis le vocal juste après, la vidéo juste après, l'audio juste avant. Oh, j'arrive pas. Ça m'a fait On a tous les deux du mal. C'est la commotion. C'est à cause de notre accident. Ouais. Sa commotion cérébrale, ça commence à m'attendre. Donc elle se demande ce que ça peut bien être. Elle soulève le sachet qui est super lourd. Donc elle ouvre le premier sachet, elle voit qu'il y en a 2 et elle commence à voir des asticots. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc, elle porte le sac jusqu'à l'évier de la cuisine, elle ouvre le second sachet et elle voit... What the fuck? Sérieux, moi, j'ai un fils et c'est mon cauchemar, quoi. Je ne veux pas retrouver une tête. Non, mais c'est même pas... Ça devrait même pas être ton cauchemar. C'est même pas une idée, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais c'est devenu une idée depuis que j'ai vu ça. Psychopathe. Affreux. Donc, ok, elle voit une tête. Una cabeza. Donc... je sais pas. Donc, elle appelle le 911 pour dire ce qu'elle a trouvé dans la chambre de son fils. Donc, là, c'est là où moi, je vous incite à aller voir sur YouTube. En fait, parce que tu vois la mère, mais déstabilisée totale devant chez elle. Complètement. Et le fils, il est chill. Très chill. Cool. Très chill. Et là, tu vois Brian Cohy, 19 ans au moment des faits, et j'ai mis extrêmement calme parce que c'est le cas. En fait, les policiers lui disent « Oui, ben, on est là parce que tes parents, ils ont trouvé quelque chose. » Et lui, il fait... Bah, une tête et des mains, quoi. Genre. Bah, voilà, je vois pas... Normal, je suis scout. Oui, je vois pas le problème. Donc, qui est sa victime et pourquoi il l'a tué? Donc, Warren Barnes était un sans-abri de 69 ans. Il était très apprécié par la communauté et était connu même pour son amour pour la lecture. On l'appelait même le reading man, l'homme qui lisait, quoi, dans la communauté de Grand Junction. Grand Junction. J'arrive même pas à le dire en français. Les commerçants. Je vais pas t'aider. Voilà. Grande jonction. Les commerçants lui laissaient même de temps en temps une chaise à l'extérieur de leur commerce, donc pour qu'ils puissent s'asseoir tranquillement, lire, discuter avec les passants, etc. Donc, Brian Cohy dit à la police qu'il avait des tendances morbides, en fait, depuis longtemps, et que l'idée de savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un lui trottait sérieusement dans la tête depuis 6 mois. Et en fait, il dit qu'il y avait une nuit de pleine lune, et il décide... Là, ce soir, c'est mon soir, parce qu'en fait, vu que c'est la pleine lune, j'y verrai mieux. What the fuck? Non, mais tu vois, c'est tout logique. Oui, la logique, oui. Pour lui, c'est... Oui, mais c'est logique, hein. Bah oui, mais pour lui, la logique, c'est plus ça. Mais c'est bien, j'espère que la police dira, il est pas complètement fou, tu vois. La préméditation, c'est pas d'un fou, c'est d'une personne qui a besoin d'aide, certes. Ce soir, c'est mieux, quoi. How do you raise a kid that cuts someone's head off? Je sais pas. Donc, puis il voit... Alors, attends. Donc, il décide de monter dans sa voiture, du coup. Il se dit, allez, vas-y, let's go, pleine lune. Il tourne dans la ville, jusqu'à ce qu'il voit une forme. Et là, il se dit, bon, ben, ça, c'est intéressant. Puis il voit que c'est un sans-abri. Et dans sa tête, il se dit, ben, c'est parfait. Les policiers, machin, la communauté, tout le monde s'en fout des sans-abri, des travailleurs du sexe. En général, c'est pas les gens où on se débat pour trouver qui les a tués. Donc, je vais y aller. Donc, il met 3 paires de gants en latex parce que, comme il dit à la police, c'est des gants assez fins et du coup, ça peut trahir la personne qui les porte, ça se casse, donc je vais en mettre 3. Il est très, très factuel. Puis, sans vraiment réfléchir plus que ça, il sort un couteau qu'il avait apparemment dans sa voiture et il le plante dans le cou de Warren. Il dira que Warren se retourne et dans un état de panique lui demandera ce qu'il fait, mais Brian va continuer de poignarder son cou. Et ensuite, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas genre, voilà, je vois ce que ce coup de folie m'est passé. Il procède au démembrement de Warren avec ce couteau. Ouais. Donc, il va essayer de se débarrasser des membres de Warren au port de la ville, mais il garde les mains et la tête pour les ramener chez lui.
On ne sait pas pourquoi. pas pourquoi. Il a jamais dit pendant son Alors, procès pourquoi? j'ai pas vu tout l'interrogatoire parce qu'il est très long et que j'ai pas eu le temps. Mais il y a tout son interrogatoire en fait sur YouTube qui est assez peut-être intéressant. parce que les têtes, c'est les dents, c'est les mains pour pouvoir le. Oui, pour pouvoir identifier, peut-être Identifier. oui, tout simplement, peut-être que c'est ça, et peut-être qu'il le dit. I'm a psychopath. You're good. Et en fait, j'ai commencé à regarder l'interrogatoire chez les flics. Moi, je vous conseille d'aller sur YouTube et de voir l'interrogatoire qui est assez long, mais franchement qui est super intéressant parce on le voit, il est super détendu. Il est cool, quoi. Très cool. Et il est insupportable parce qu'il arrête pas de prendre il est dans son zone de confort. Complet. Je suis bien là. Ouais. Et il arrête pas de prendre des petites gorgées de sa bouteille d'eau. Ça m'énerve. C'est le seul truc qui trahit un peu de nervosité pour moi. Mais il y a que ça. Et en gros, voilà, ça commence avec qu'est-ce que tu fais là? Il fait j'ai tué quelqu'un, quoi. Normal. Ouais, enfin tu sais, moi je sais, toi tu sais. Enfin pourquoi on s'emmerde? Et en fait tout l'interrogatoire c'est comme ça. En février 2023, Brian sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de parole. Et même s'il a tout avoué du meurtre dans justement cet interrogatoire et la suite, il va plaider non coupable pour cause de folie, mais bien sûr, ça n'a pas été accepté de par justement la façon dont il a procédé en fait. De toute façon, enfin, je veux dire, s'il aurait été condamné avec folie, il aurait passé le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Ou il aurait quand même été condamné, mais il y aurait eu une petite porte de sortie. Non, parce que vraiment, quand les gens sont condamnés pour folie, c'est horrible en fait ce qui leur arrive par la suite. Les soins sont pas forcément bonnes. Enfin, c'est aussi grave que le prison, hein. Les endroits ils sont enfermés et ils risquent de jamais sortir parce que c'est pas des endroits qui te rendent moins fou. Aujourd'hui, le système il est fait comme ça. Mais c'est horrible. Donc voilà, moi j'ai voulu faire très 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 concis. Mais c'était concis. Voilà, donc allez voir Brian Cohy, c'est très intéressant. Alors, la vidéo de son arrestation est particulièrement intéressante et interpellante parce que c'est le choc, les deux parents qui ont retrouvé ces éléments-là et lui qui est arrêté, mais tout calme, tout bizarre. Voilà. Enfin, c'est assez original comme donc moi, arrestation. Je vous conseille de regarder la caméra des policiers de l'arrestation et son interrogatoire si ça vous intéresse parce que cette affaire est assez perturbante pour un gamin de 19 ans. Voilà. Donc voilà, c'était l'histoire de Brian Cohy. Et sur notre anniversaire, aussi le jour de ton accident. Bon anniversaire à tous. Si toi tu nous écoutes depuis un an, merci. C'est le moment d'aller mettre un like et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou je sais pas où ça se fait. Et de partager autour de toi pour nous un an. Voilà, dites c'est l'anniversaire. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un graphique, quand même un truc sur Instagram. Un truc hyper cheesy avec des ballons, tu vois. Ah ouais. Ok, I'll do that. C'est pour ça que moi j'ai pas le droit de faire dans nos sociaux. Voilà. Bon, on vous aime. J'espère plein d'années des meurtres et du vin. Yeah. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.